Bien évidemment, la plupart des projets de recherche sur Choquequirao ont fait de l'étude architecturale un aspect central de leur recherche. L'étude que je suis en train de mener de façon complémentaire actuellement permet de pouvoir comparer ces techniques architecturales et de comprendre leur organisation spatiale sur l'ensemble du site. Les fouilles en 2004 de Piquoisis ont permis d'identifier vraisemblablement la présence d'un hameau préhispanique d'antiquité pré-Inca. Ce site a été abandonné. Par contre, on sait qu'à une certaine époque sont arrivés les Incas et ils ont complètement remanié l'architecture et l'espace correspondant à Piquoisis pour y installer les bâtiments monumentaux que l'on peut apprécier aujourd'hui. Ces bâtiments rectangulaires étaient probablement des ateliers textiles, comme le suggère le résultat des fouilles effectuées postérieurement par le co-directeur de la mission, Omar Gallegos. Ce qui est sorti essentiellement des fouilles de Choquequirao correspond à une activité textile. Ce que je tiens dans la main est une quenouille. Elle a comme élément principal la fusariole, fait essentiellement en os, en céramique et dans quelques cas en pierre. Le secteur 9 a été contextualisé historiquement. Il y a par exemple des références concernant celles que nous connaissons communément sous le nom de mamaconias. Les mamaconias sont des femmes spécialistes des travaux textiles, le tissage, la teinture. Elles utilisaient des plantes et des minéraux de la région pour obtenir des couleurs variées. La présence de ces ateliers est intéressante, car elle implique l'existence à l'époque, sur le site ou dans les villages voisins, de troupeaux de camélidés, lamas ou alpagas, pourvoyeurs de laine. Les Incas avaient également pour habitude d'asseoir leur pouvoir en délocalisant certaines populations pour en faire des colons, les mitimaes, porteurs d'un savoir propre dans certaines activités artisanales, comme le textile ou l'orfèvrerie. Des membres du peuple Chimu, spécialistes des travaux d'orfèvrerie, semblent ainsi avoir résidé sur le site. On a trouvé d'ailleurs des mortiers dans le secteur Ourine qui auraient pu servir à travailler le métal. Mais si certaines installations laissent à penser que le site était pourvu d'ateliers métallurgiques, rien ne prouve qu'il constituait une réserve d'or de l'Empire Inca. Pour les Incas, l'or était la sueur du soleil, alors que l'argent était fait des larmes de la lune. Les Incas voyaient également dans l'or la chair même des dieux, cette lumière solaire autour de laquelle tout leur univers tournait. Murs de certains temples, idoles et vêtements, tout devait luire pour témoigner leur adoration de l'astre de vie. Rappelons-le, Choquequirao se situe à 3100 mètres d'altitude. Dans la religion inca, les montagnes jouaient un rôle majeur. Elles étaient perçues comme des géants endormis, qui pouvaient à tout moment se réveiller et provoquer des cataclysmes. La plupart de ces montagnes qui sont considérées comme sacrées dans les Andes sont aussi censées abriter un esprit tutélaire que l'on appelle souvent un apu. L'apu, c'est cet esprit, ça peut être aussi l'incarnation des âmes des morts qui sont censées aller résider au sommet des montagnes pour protéger leurs descendants. Et la plupart des sites incas étaient en effet placés sous la protection d'un apu, c'est-à-dire de cet esprit, de cet ancêtre protecteur. Et dans la vallée de l'Urubamba, des sites comme Choquequirao ou Machu Picchu étaient entourés de montagnes sacrées qui sont souvent des montagnes enneigées, qui sont censées être des apus protecteurs. Alors il y a toute une hiérarchie d'apus. Il y a des apus plus ou moins puissants. Alors les plus importants comme le Salcantay, l'apu Salcantay, c'est celui qui domine toute la vallée et c'est bien sûr le plus important, le plus puissant. Même aujourd'hui encore, c'est censé être l'incarnation d'un esprit très très puissant. Et souvent cette montagne a un nom secret que seuls connaissent les habitants du lieu et que personne d'autre ne peut prononcer à leur place. Et ils invoquent le nom de cette montagne pour demander leur protection.
Et il semblerait que c'eût été le cas à Choquequirao à l'époque inca. On en est presque persuadé. Cette configuration symbolique se retrouve aussi avec l'orientation de certains édifices par rapport au fleuve, ce qui introduit la notion du cycle rituel de l'eau, très important chez les Incas. On a au pied du site le fleuve Apurimac. Or, le fleuve Apurimac s'oriente exactement vers l'ouest. Et l'ouest, c'est l'endroit où se trouve le Pacifique. Et dans certaines traditions andines, le Pacifique est censé être le réceptacle des âmes, le réceptacle des morts. Et l'eau emmène en effet l'âme des morts vers le Pacifique où ils prendront refuge. Donc il y a toute une connotation rituelle entre les fleuves, les montagnes, l'eau et le ciel. Et c'est cette connotation qui donne au site de Choquequirao ou à Machu Picchu ou à beaucoup de sites incas tout ce rôle sacré et rituel qui lui aurait attribué. Tout le réseau de canaux qui parcourt le site fait partie de la fonction cérémonielle primordiale à Choquequirao. Ces fontaines et canaux, ainsi que les cultures, étaient alimentés via un aqueduc acheminant l'eau du glacier Yanacocha qui domine le site de ses 5400 mètres d'altitude. Le rite du pago, appelé également Mesa Dulce, qu'on pourrait traduire par tableau douceur, participe de ce respect fondamental du peuple andin pour l'environnement. À son arrivée sur le site, Thibaut ne coupe pas à la règle. Il organise un pago pour demander la bienveillance de la montagne afin de mener sa mission à bien. L'offrande d'un fœtus de lama vient d'ailleurs souvent ponctuer les décisions importantes dans la vie de l'homme andin. Aprender porque mi padre era aficionado a esto. Ce rite utilise également la coca, plante cruciale dans les Andes, qui, en plus d'aider le voyageur dans ses marches harassantes, était un symbole du pouvoir pour les Incas. La Mesa Dulce est un rite complexe qui consiste à donner à la montagne des offrandes colorées en les brûlant pour obtenir en retour sa bénédiction. L'orientation de certains édifices apparaît d'ailleurs comme volontairement calquée sur les apous environnants. Mais ce n'est pas tout. L'importance du soleil pour les Incas est fondamentale. Rappelons que l'Inca était une incarnation de l'astre solaire. Les architectes de Choquequirao ont d'ailleurs orienté le site en fonction de certains points de vue liés à l'apparition du soleil. Le site de Choquequirao devait avoir une orientation préférentielle par rapport au soleil. Nous avons pu donc constater qu'en ce jour du solstice du 21 juin, où Inti Raymi, le soleil apparaissait à l'intérieur du berceau, à la droite de l'Apu Marcana. Et donc on a une association au culte aux apous et au culte au soleil. Plus généralement, à leurs yeux, certains éléments de la nature tels que les arbres, les sources, les rivières, les rochers, incarnaient les forces, les wakas, de ces divinités.
Certaines pierres du site semblent avoir été sacralisées, car elles reprennent la forme en réduction d'une montagne environnante. Ils vénéraient donc toutes celles dont la forme particulière leur rappelait celle de leur divinité protectrice. Les Waka, en revanche, sont des divinités mineures par rapport aux Apus. À Choquequirao, on a plusieurs alignements de ces pierres dans les parements des murs vers les différents éléments du paysage rituel. Ce rapport animiste vis-à-vis des Andes explique qu'ils bâtissaient souvent leur cité sur des éminences rocheuses, dans des lieux donnant sur des paysages particuliers, à la confluence de cours d'eau, avec un panorama sur une rivière ou des montagnes. Les prêtres de la religion inca se devaient d'être au plus près de leurs dieux pour mieux communiquer avec eux. Il n'est pas étonnant que l'environnement ait eu cette importance dans la croyance inca. En effet, les Andes ont toujours été secouées par des bouleversements naturels, séismes, glissements de terrain, cyclones. La topographie particulièrement accidentée de Choquequirao a obligé les Incas à effectuer de nombreuses transformations du milieu. Mais la volonté des Incas de s'établir sur ces nids d'aigles, sachant les difficultés que cela devait représenter, a peut-être aussi à voir avec un autre élément essentiel de leur civilisation, qui se dévoile dès que l'on évoque le nom du site. Il est intéressant de remarquer qu'à Choquequirao, vous avez une montagne qui domine le site, qu'on appelle le Cori Huarachina, et qui désigne l'endroit où l'on fait fondre l'or. Et comme par hasard, le site s'appelle aussi Choquequirao, qui signifie le berceau de l'or. Donc il y a une connotation sacrée entre les deux. Et lorsqu'on regarde la montagne protectrice du site, qui est le Cori Huarachina, on a en effet l'impression, quand le soleil se couche, les rayons du soleil couchant se penchent sur cette montagne et la font rougeoyer. Et elle prend l'apparence d'une montagne d'or. Donc il est possible que le nom du site soit aussi donné en fonction de cette montagne qui émerge comme si elle émergeait d'un berceau d'or qui émerge du site. Et donc on a cette connotation sacrée entre le berceau de l'or, la montagne sacrée et la résidence des ancêtres. Il est probable d'ailleurs que les premiers explorateurs aient été attirés par le nom alléchant du site, Choquequirao, le berceau de l'or. Quoi qu'il en soit, la position du site dans son écrin, en dehors du fait d'être en symbiose avec l'environnement montagneux qu'il considérait comme sacré, permettait également d'être plus près des étoiles. Par sa localisation particulière au sommet d'un éperon aplati et dans un endroit totalement dégagé, la colline tronquée désignée comme Uxnu à Choquequirao convient particulièrement bien à l'observation des montagnes environnantes ou de la voûte céleste. L'Uxnu pouvait représenter un accès symbolique à l'inframonde, ou, comme à Cusco, un centre cérémoniel d'où partaient les lignes astronomiques, les séquesses, servant à l'organisation spatiale de la cité en fonction des lieux sacrés avoisinants. Alors, ce qui est aussi intéressant, c'est que l'Uxnu est une plateforme totalement dégagée qui convient parfaitement aux observations des astres, notamment la nuit. La nuit, lorsque le soleil se couche, la première étoile que l'on voit apparaître juste à l'aplomb du site, c'est bien sûr la Croix du Sud, qui est localisée légèrement au sud. Et 10 minutes après, juste sur le site, on voit deux étoiles, qui sont Alpha et Beta du Centaure, mais qui, dans la cosmographie andine, sont considérés comme étant les deux yeux d'un grand lama céleste qui est censé résider au centre de la Voie lactée. Alors pour les Andins, la Voie lactée est censée être un fleuve céleste, peuplé par un certain nombre d'animaux qui sont représentés sous la forme de taches noirâtres. Alors ces taches noirâtres sont interprétées par la population andine comme étant des représentations d'un lama céleste accompagné de son petit, d'un berger, mais aussi d'un crapaud